Bonjour tout le monde, salut les amis, salut à toutes et tous, c'est Price, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Price Pokémon. Merci pour votre patience. Hier, le podcast n'a pas pu être réalisé. En tout cas, je suis à la retard. Voilà, ça vous donne un peu le niveau dans lequel et l'état dans lequel je suis actuellement. Je suis en retard, pardon, sur absolument tout ce que je dois faire ces derniers temps. Donc je m'excuse encore une fois et merci pour votre patience puisque pour une fois après 23 épisodes, on est le 23e épisode aujourd'hui, je suis en retard. Au lieu de ne pas sortir de podcast, je pense que c'était quand même important pour moi de garder le rythme et de vous le sortir avec un jour de retard. Donc autant vous dire que j'ai vraiment absolument pas fait mes devoirs là. Euh, j'ai pas fait mes devoirs. Je viens à peine de mettre des likes et de répondre un peu à tout le monde sur YouTube, sur Spotify. Merci à tous d'avoir répondu présent pour le défi, pas le défi, le devoir de la semaine. 20 commentaires sur YouTube, 4 commentaires sur Spotify. La team Spotify qui se réveille, qui commence vraiment à être de plus en plus présente. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres, entre guillemets, la conversion se passe plutôt bien. On a de plus en plus de personnes qui passent via Spotify. Le 21 avril, on a fait 185 écoutes et donc très 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 content, franchement très 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 content. 185 écoutes, on est sur un super rythme. Y a pas un épisode en dessous des 120, 130, 130 écoutes. Trop trop cool. Vraiment, vraiment super, super content. Alors forcément, les podcasts les plus appréciés, c'était les podcasts sur Spotify. Je parle bien entendu sur YouTube. Il me semble que c'est pareil. Les podcasts les plus écoutés, il semblerait que ce soit ceux avec Mister Fuji, Robin Chat en tête de liste. Et puis on peut pas vous en vouloir forcément. C'est les personnes qui ont marqué pendant le plus longtemps Pokémon, en tout cas ces 10 dernières années. Donc voilà, mais quand même très satisfait encore une fois. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre soutien, pour absolument tout. J'ai beaucoup de gratitude envers la communauté qu'on a réussi à créer. Encore une fois, hein, je vous le dis tout le temps, mais c'est super important pour moi parce que 500 écoutes hebdomadaires, quasi 500, là on a un petit peu descendu sur YouTube. Comme je dis, la passerelle, la bascule est en train de se faire. De plus en plus de personnes écoutent via Spotify. Je suppose que c'est beaucoup plus simple pour beaucoup d'entre vous. Je vois notamment les commentaires de la semaine dernière. Je vois notamment Babacool qui me dit Hello Price, je t'écoute en courant, toujours un plaisir. Donc c'est vraiment cool. Je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutent lors de vos activités, entre guillemets, les activités à la maison, d'autres en train de travailler, d'autres en train de marcher, de courir. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec moi chaque semaine et je tenais vraiment à faire ce podcast, même si je suis en retard sur absolument tout. Voilà, j'ai bien 1 heure, 2 heures à consacrer à- par semaine à cet épisode. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos espérances. En tout cas, aujourd'hui, pas de partie 1, pas de partie 2, pas d'actualité internationale, pas d'actualité française. Il se passe vraiment rien, vraiment rien. Je vais pas vous cacher que c'est très 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 compliqué de sortir une actualité. Sur le marché français, on va avoir des réassorts de points de fusion et si je ne dis pas de bêtises, on va aussi avoir un réassort de la série avec Giratina alternative, pardon, origine perdue euh, pour les boutiques et les petits indépendants. Donc sachez-le, n'hésitez pas à aller voir votre LGS, Local Game Store, votre petite boutique de quartier si vous souhaitez avoir ce genre de série de nouveau. Moi je pense que après certains autres réassorts, d'avoir ces séries-là, c'est toujours bien. Vous savez comme moi que si vous n'avez pas pris vos positions sur les différentes séries récentes, eh bien c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. N'hésitez pas à acheter des displays, les conserver. Je pense que ça va être la dernière fois qu'on aura du réassort sur ces séries. Donc ça vaut vraiment la peine pour le coup de le faire et de le faire aujourd'hui.
Dans un deuxième temps, le gala qui se rapproche. On a beaucoup de commentaires la semaine dernière sur le gala. Je sais que le vrai sujet du jour, ça va être surtout vos classements d'épée ou clients. On va voir ce que vous avez sorti du devoir de la semaine. Vraiment, vraiment un plaisir d'avoir eu autant de commentaires et autant de personnes qui sont d'accord aussi. On a un consensus. On a 500 personnes quasiment dans Pokémon. En tout cas, la voix adverse ne s'est pas faite entendre. Tant pis, c'est comme les votes, la voix adverse ne s'est pas faite entendre. On a quasiment et même exclusivement 25 commentaires positifs sur épée et bouclier avec que des retours incroyables. Donc on va regarder ça en détail, ça va être le podcast du jour. Je vais aussi vous raconter ma semaine, en tout cas la semaine dernière. Je vais aussi un peu vous raconter ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je suis en retard, pourquoi est-ce que c'est autant la course. Donc vous savez que je suis sur un énorme projet qui nécessite beaucoup, beaucoup d'attention. Et puis j'ai également de l'autre côté un de mes associés qui est tout simplement en vacances, à la boutique, au bar à jeux, au bar à thème. Donc on n'a pas le choix que de remplacer et d'être présent physiquement. Ça c'est toujours un point un petit peu compliqué dans la semaine, la présence obligatoire, la présence physique à mon établissement. C'est pas toujours évident de le gérer. Vous savez aussi qu'on a fermé le deuxième établissement qu'on avait créé il y a maintenant quasiment un an. Ouais, un an jour pour jour. Donc on aura duré un petit peu plus de 6 mois en activité pleine. On a décidé de le fermer, comme vous le savez, à cause de la conjoncture actuelle qui est extrêmement compliquée et dans un deuxième temps aussi, puisque nous avons accumulé les soucis. Tout était bancal dès le départ. Malgré mes différents avertissements, mes associés ont voulu continuer l'aventure. Donc c'est aussi une leçon. Si vous êtes certain ou quasiment certain, écoutez vos intuitions lorsque vous vous lancez dans un projet, lorsque vous êtes en train d'entreprendre quelque chose. Ça sera la petite minute conseil entrepreneurial du jour. Écoutez vraiment vos instincts, écoutez vos intuitions, écoutez-vous. Ça vaut la peine de faire ce travail d'introspection en plus, forcément, des préparatifs nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise. Je passe les business plans, je passe les prévisionnels, je passe les plans de développement, les plans de croissance, les plans de recrutement, les plans de communication, les plans marketing, les plans d'acquisition client, la mise en place de tous ces plans aussi. Donc vraiment, écoutez-vous quand vous avez un mauvais pressentiment, quand vous avez des mauvais partenaires. Je parle notamment des partenaires clés dans une entreprise, la création de chaînes de valeur. Hein. Vous connaissez comme moi la création de chaînes de valeur. Donc très important d'avoir des bons partenaires. Je pense notamment aux comptables de la partie adverse lorsque vous avez un propriétaire en face de vous typiquement. Je pense notamment à la rédaction du bail quand c'est le notaire de la partie adverse qui rédige le bail. Je pense à plein de choses comme ça. Donc très important de réaliser, en plus de tous les plans nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise, de réaliser un contrôle, un audit, un contrôle de référence des propriétaires, du notaire de la partie adverse, du comptable de la partie adverse, de réaliser un audit aussi sur les personnes en tant que telles, quelles sont leurs intentions, quels sont leurs agendas secrets. Et c'est vrai que c'est quelque chose par inexpérience, en tout cas pas forcément par inexpérience, mais je dirais plutôt par manque de temps à y consacrer parce que Pokémon, mine de rien, pompe énormément de mon énergie et mes associés, eux, qui n'ont pas vraiment grand-chose à se reprocher, bah finalement n'ont pas forcément la même expérience que moi dans la création d'entreprise, de par, vous le savez, mes différentes casquettes, notamment mon MBA, ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste un MBA d'école de commerce. Donc mes aventures entrepreneuriales diverses et variées, puisque certains d'entre vous le savent, et je vous le dis aujourd'hui, aussi été dans la reforestation, j'ai créé différentes entreprises dans ce domaine-là, et ensuite le bar à thème, et puis Pokémon, et puis l'audience, et puis le podcast, et puis plein de choses, et puis les entreprises familiales. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'entreprendre. Et là, la dernière boutique, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs et je m'en attribue toutes les responsabilités. Voilà, toujours soyez droit dans vos bottes. En tout cas, pas droit dans vos bottes au sens tête de mule, mais droit dans vos bottes au sens c'est important de prendre pour soi les réussites. C'est facile de réussir, de dire ah j'ai investi sur telle entreprise en bourse, j'ai fait x100, telle crypto-monnaie, j'ai monté telle boîte, j'ai réussi.
mais c'est aussi important de prendre les échecs et d'en prendre l'entière responsabilité. Je déteste les personnes qui fuient leurs responsabilités et qui se cachent derrière des excuses. Euh, euh, Typiquement, lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, un employé, un associé, un stagiaire, ah non, 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 voilà, il y a pas de, il y a pas de mais, c'est votre responsabilité. Si vous ne prenez pas vos succès à bras le corps, eh bien, si vous ne prenez pas vos échecs pardon, à bras le corps, vous n'avez pas non plus le droit de vous attribuer les mérites d'un succès éventuel. Donc c'est important d'avoir les deux coins de la pièce toujours. Donc je m'attribue vraiment euh, les responsabilités de cet échec de ma deuxième boutique. Et en réalité, c'était compliqué de faire autrement. Pourquoi je vous parle de tout ça? Puisque pour le coup, eh bien, ça m'a pris beaucoup de temps de démêler plein de choses, surtout pour les fameuses boutiques en question. Et puis aussi parce qu'il faut maintenant développer encore plus l'activité, surtout de la première. Et c'est vrai que ça demande un temps aussi monstrueux, notamment pour la recherche de stagiaires. Donc si vous habitez en région Lorraine, que vous avez des stages à effectuer entre 2 et 3 mois et que entre 2 et 6 mois même et que l'univers du bar, des boutiques, jeux de société, jeux vidéo, le service, vraiment c'est le cœur de métier, le service vous intéresse, vous n'hésitez pas à vous envoyer un mail, hein, vous avez pricepokemon@gmail.com, notamment parce que on recherche éventuellement quelqu'un pour développer la partie boutique du bar. Donc développer la partie boutique, c'est quoi? C'est-à-dire avoir plus de rotation de stock Pokémon, prendre plus de stock, notamment vendre via les plateformes, créer une image de marque, gérer les envois, gérer les réclamations clients, gérer plein de choses. Donc ça va être un vrai axe d'amélioration pour nous, pour la boutique. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est uniquement le côté bar événementiel qui nous fait vivre. Le peu de stock Pokémon, c'est moi qui me le rachète. Vous savez comme moi, en tout cas, vous savez comme moi, pour ceux qui sont sur le Discord, parce que les autres qui m'écoutent mais qui ne sont pas sur le Discord, vous ne le savez pas, mais à un moment donné, j'ai voulu peut-être vendre via mon Discord et j'ai très vite compris que ça ne servait à rien. J'ai aussi eu pas mal de remords intérieurs, un conflit intérieur en tant que personnalité publique aussi. J'avais pas envie qu'on attribue mon image et ma communauté à la boutique. C'est-à-dire que Price Pokémon, c'est Price Pokémon, la boutique, c'est quelque chose d'autre. Et je voulais pas utiliser ma notoriété ni mon image, entre guillemets, pour vendre, et encore moins à ma communauté. Déjà, premièrement, parce que quand on est en France, qu'on fait les choses correctement, c'est très compliqué de vendre en dessous de 180 euros. Donc ça va très vite d'avoir des clients mécontents ou des rageux qui, bien entendu, ne commanderont jamais chez vous, bien entendu, ne sont même pas sur le Discord, bien entendu, ils vont jamais vous le dire en face, mais vont colporter des rumeurs à droite à gauche sur le fait que je vends les displays super chers à ma communauté. C'est la dernière chose dont j'ai envie. Donc j'ai réussi à manœuvrer plein de choses, à faire en sorte que mon image et celle de la société, du bar et du reste soient toujours séparées. Pas forcément que les images soient bonnes, parce que ce que pensent les uns et les autres, vous savez très clairement, comme moi, que j'en ai rien à foutre. Je me dis ce que je pense, je fais ce que je veux, et j'essaie de créer du contenu et créer des choses pertinentes. Vous êtes là et vous m'écoutez, c'est que vous en avez conscience, ça vous apporte peut-être quelque chose, peut-être au-delà même de Pokémon, et ça c'est entre guillemets la petite satisfaction que j'en tire de ce podcast-là et de cette série, puisqu'on est quand même sur un rythme assez élevé. J'avoue que Spotify, c'est vraiment un plaisir aussi de développer cet aspect-là. Ça faisait longtemps, la chaîne YouTube stagne pas mal, et puis voir les chiffres, voir la croissance, c'est vrai que c'est un plaisir. Je mets vraiment pas beaucoup en avant plein de choses. J'ai beaucoup d'aspects à développer aussi au niveau de ma communication interne, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, pour qu'un petit peu tout soit lié et que les synergies soient mieux employées. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi ce côté, j'aime bien aussi le petit artisan dans son coin qui fait un travail exceptionnel et qui se fait découvrir, entre guillemets, par le bouche à oreille. Bien entendu, je vous vois déjà tiquer, travail exceptionnel, j'exagère, c'est pas ce que je veux dire, vous avez compris l'image. L'image c'est quoi? L'image c'est euh, quelqu'un qu'on découvre par le bouche à oreille, qui crée du contenu pertinent, intéressant, où il y a de la valeur qui est donnée gratuitement, et là où finalement eh bien, on a tous en soi ce petit, moi le premier, hein, lorsque je découvre une chaîne YouTube, lorsque je découvre une chaîne Instagram, ou un petit auteur qui a du potentiel, ou quelqu'un qui a du potentiel, on a toujours envie d'être, entre guillemets, un précurseur et un des premiers.
fan à en parler autour de soi et puis à voir la personne grandir. Donc voilà, j'ai toujours aussi cette image et sur YouTube, j'ai jamais voulu faire trop de pubs, j'ai jamais vraiment été axé sur les chiffres. Je pense notamment à des personnes avec qui j'ai pu faire des podcasts, hein. Namso, euh, Ilan Dubourg-Palette. Je pense aussi à Thomas de Card Hunter qui, eux, ont vraiment eu une vraie optique croissance, business. Je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant aussi. Mais c'est jamais vraiment ce que j'ai voulu faire. Je préfère m'amuser dans la vraie vie parce que dans la vraie vie, j'ai entre guillemets déjà beaucoup à faire sur les réseaux sociaux. Je suis peut-être un boomer aussi, hein. J'ai que 27 ans, 28 ans là, mais je suis peut-être aussi un boomer. J'ai toujours eu du mal à gérer tout ça et à optimiser. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en l'occurrence, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais je suis vraiment débordé du coup par rapport à toutes ces histoires, notamment la boutique physique, et qui vraiment demande beaucoup d'énergie mentale. Donc si vous avez envie de m'aider, si vous avez envie de développer à la fois l'aspect physique d'une boutique et puis en même temps, pourquoi pas, si vous êtes dans le marketing, dans le digital, venir faire un stage en remote chez Price Pokémon pour un petit peu administrer tout ça, ça peut aussi être intéressant. Voilà, se poser là, je sais même pas pourquoi j'en parle à vrai dire. Peut-être qu'en lançant une bouteille à la mer, il y aura des belles rencontres. Je crois beaucoup à ça. Mais voilà, en tout cas, c'était aussi les petites histoires, le petit story time du pourquoi, du comment je suis en retard et en fait, bah, je m'en excuse, oui, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous allez faire? Au moins, vous avez un podcast le mardi et puis tout le monde est content, donc c'est cool, ça me fait plaisir aussi. Et, euh, et puis d'un autre côté, vous en apprenez plus sur moi pour ceux qui ne sont pas forcément toujours au courant de tout ça. Désolé, on a beaucoup discrécé par rapport au podcast du jour, par rapport à Pokémon en général. Donc je vous disais, peu d'actualité française, vraiment rien à se mettre sous la dent. Après, j'ai pas vraiment fait mes devoirs aussi, comme je vous ai dit, donc peut-être que j'ai loupé des choses. Tant pis, on va faire de cet épisode un vrai échange, un vrai débrief de celui de la semaine dernière. Donc merci encore une fois à tout le monde pour vos commentaires. Il y a Tommy qui me dit super price. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre avec grand plaisir. Donc c'était toute la problématique autour de cross-grader ces cartes de cœur. Et puis on a également Laurent Dubini qui nous a écrit un vrai gros commentaire. Ça fait plaisir. Qui nous dit: je me permets de rebondir sur le bloc écarlate et violet. Je ne suis pas tellement d'accord avec toi dans le sens où, certes, pour le moment, les séries tournent autour des nouveaux Pokémon, mais niveau cartes AR, c'est un festival de propositions. Notamment pour moi, écarlate et violette 1 supérieur à épée et bouclier 1, écarlate et violette 2 supérieur à épée et bouclier 3. Alors je vois que tu compares pas tout le temps les mêmes séries. Je suppose que dans ta démonstration, c'est peut-être aussi pour faire valoir ton point et pas forcément comparer les deux mêmes séries, c'est-à-dire EV2 et EB2. Mais en l'occurrence, je comprends tout à fait ton point. Simplement, c'est vrai que dans l'ensemble et pour le moment, je trouve que épée et bouclier restent bien au-dessus. EV2 et pour moi, hein, après ça n'engage que moi, mais vraiment tu mets EV2 au-dessus de épée et bouclier 3, flamme obsidienne, moi je suis vraiment pas du tout d'accord. Je pense vraiment que écarlate et violette 2 est bien en dessous de flamme obsidienne. Alors attendez, parce que là je suis en train de me rendre compte que je dis peut-être une bêtise. Écarlate et violette 2, c'est flamme obsidienne, donc non, je ne parle pas de flamme obsidienne. Je pense que écarlate et violette 2, qui est évolution A Paldea, est bien en dessous de ténèbres embrasées. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'étais en train de comparer EV2 et EV3. Non, non, non. Donc Laurent qui nous parle de évolution à Paldea qui est supérieure à Ténèbres embrasées. Moi je suis pas du tout d'accord. Et tu continues la comparaison Laurent donc avec Écarlate et Violette 4 supérieur à EB4. Pareil, je ne peux pas du tout, c'est impossible pour moi d'être d'accord. Surtout par rapport eh ben, à la série, à notre jolie petite série Voltage éclatant qui était vraiment quand même génial. Et je pense que EV4, tu fais référence à 151 en plus. Donc EV4, c'est plutôt
Faille Paradox, ouais, Faille Paradox, non, Faille Paradox, pareil, reste en dessous. Pour moi, après, c'est mon avis, encore une fois. Voilà. Donc, en tout cas, je comprends tout à fait ton point et merci vraiment d'apporter de la nuance et d'être en désaccord. C'est comme ça aussi que ça progresse, c'est comme ça qu'on discute. On est des adultes, hein, il n'y a rien qui pose problème. On a le droit d'être en désaccord et de discuter. Aujourd'hui, on a l'impression que la société est tellement pleine de clivages, on ne sait jamais vraiment à qui on s'adresse. Ça peut tellement partir vite dans les tours que vous inquiétez pas, vous êtes sur la scène Price Pokémon, vous êtes entre de bonnes mains. On est là pour échanger, pour discuter, pour progresser ensemble, que ce soit personnellement, intellectuellement, philosophiquement. Et philosophiquement à travers Pokémon aussi. Donc je suis très confiant pour la suite. Bon, ok, EV6 a l'air claqué au sol et la Terra Cristal est une plaie. Mais la direction artistique est claire et assumée, ce que je respecte énormément. Par contre, effectivement, pour les revendeurs, c'est compliqué, dans le sens où l'appréciation demande parfois du temps. J'achète il y a 2 ans des displays Evolution Céleste à 150 € sur Card Market parce qu'on ne sait pourquoi les gens ne voyaient pas la qualité dans leur jeu et je pense que c'est pareil pour Ikarat et Vie aujourd'hui. Désolé pour le commentaire super long. Aucun problème Laurent Dubini, et à quand un podcast avec Kibiki? Ben écoute, je ne sais pas. Ce serait éventuellement à lui de me contacter parce que c'est vrai que ça va être compliqué de le contacter vu le nombre de messages qu'il doit recevoir. Donc si ça revient à ses oreilles, pourquoi pas? Moi je suis vraiment ouvert dès qu'on peut partager une histoire intéressante. Donc du coup, par rapport à Evolution Céleste à 150 €, oui, certes, mais c'était déjà compliqué à l'époque quand même. Là, par contre, pour les revendeurs, EV est très 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 compliqué. Pourquoi? Parce que déjà la masse globale de personnes dans Pokémon a légèrement diminué. Et puis deuxièmement aussi parce que, eh bien, épée et bouclier, c'était en plein pendant Covid, pendant la plus grosse demande Pokémon jamais enregistrée. Donc forcément pour les vendeurs c'était facile, mais là aujourd'hui eh bien ça devient de plus en plus compliqué. Je pense qu'en plus de ces 2 facteurs que je vous ai cités précédemment, que ce soit le nombre de personnes dans Pokémon et la hype, je pense en plus qu'il y a une vraie diminution de la qualité. Voilà, j'appréciais épée et bouclier, j'apprécie écarlate et violet, et de manière totalement vraiment, 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 vraiment sans aucun parti pris, de manière totalement non émotionnelle, je vais préférer quand même épée et bouclier pour des points bien précis, même si écarlate et violette est très bien. Voilà, c'est pas du tout un parti pris, c'est mon avis pour le moment. Après, on va laisser la chance à écarlate et violette, bien entendu. On est d'accord, Laurent. Pierre Stix, merci pour ce podcast. Classement épée et bouclier en numéro 1. Évolution Céleste, en numéro 2, Origine perdue, en numéro 3, Zénith Suprême, en numéro 4, Star étincelante, en numéro 5, Règne de glace. Je vous ai dit, je suis à la bourre, je suis désolé, j'aurais bien aimé faire des statistiques, mais bon, voilà, je vais tous les citer, donc si vous voulez faire un classement de votre côté, retenez. En tout cas, Évolution Céleste en numéro 1, donc voilà, je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord. Je vois souvent du voltage éclatant aussi, qui partage la tête. Je vois souvent du Zénith Suprême qui se partage la tête en 1 ou 2. Donc voilà, en tout cas, on est d'accord sur ce point-là. Ensuite, je suis assez d'accord sur le fait qu'épée et bouclier est dingue, mais qu'on ne le voit pas encore. Concernant Écarlate et Violette, laissons le temps. Épée et bouclier a attendu épée et bouclier 6 pour être incroyable, à mon sens. Avant, c'était très moyen. Tout à fait, Pierre Stix, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on l'a dit juste avant avec Laurent Dubini, et d'un autre côté, Force Temporelle pour moi est un vrai banger, vraiment. Five Paradox était déjà sympa. Pourquoi? Parce que j'ai apprécié la prise de risque, j'ai apprécié les alternates, les AR, j'ai vraiment apprécié Five Paradox. C'est une première approche, mais c'était très sympa. Et là, Force Temporelle, j'aime vraiment beaucoup. Flamme Obsidienne, j'aime beaucoup aussi. 151, on n'en parle même pas. C'est très très bien, hein, bien entendu, mais vraiment, Épée et Bouclier a mis la barre très très haute parce que Laurent Dubini a fait un peu une comparaison entre Ténèbres Embrasées et Évolution à Paldea. Bon, la comparaison te desservait un petit peu dans ton argumentaire, Laurent. Je suis vraiment désolé de te le dire, hein. Je suis personne, je suis pas un prof, mais franchement, Évolution à Paldea, quand même, comparé à Ténèbres Embrasées, c'est compliqué de maintenir ce postulat de départ. Mais malgré tout, on a quand même, je trouve, et les épées et boucliers, je sais, tu nous dis, Pierre, que épée et bouclier, ça a attendu Reine de glace pour se lancer. Moi, je suis pas trop d'accord parce que Ténèbres embrasées, c'était très bien. Destinée radieuse, c'était très bien.
Destinée radieuse, c'était même plus que très bien, parce que destinée occulte et destinée radieuse, c'était le pendant d'une même pièce. C'était vraiment très très bien articulé par Pokémon Company. C'était vraiment les deux antagonistes, avec la lumière et les ténèbres. Ça a été très très bien amené, franchement. La voix du maître, c'était très correct. Si je dois mettre une note, c'est 7 sur 10, hein, donc ce qui équivaut à bien, très bien. C'est pas excellent, c'est pas génial, c'est pas parfait, mais c'est quand même très très bien. Ténèbres embrasées également. Il y a que Clash des Rebelles qui pue la merde, franchement. Donc pour le coup, c'est dur de dire que Épée et Bouclier a commencé à partir de Reine de Glace, parce que style de combat et Reine de Glace, pour moi, point de fusion, style de combat, Reine de Glace, pour moi, c'est bien en dessous de Voltage éclatant, Ténèbres embrasées, Destinée radieuse, par exemple. Reine de Glace, c'est sympa, ok, c'est sympa, mais moi, j'ai aucun affect pour Silveroi, Cavalier d'Effroi, ou pour Roi Gada, ou pour Brazegali VMAX. Vraiment, j'ai trouvé, en plus, les drops sont catastrophiques. Alors certes, il y a Boreas V qui est très sympa en alternate, il y a Zera Aura V, mais on peut pas dire que Zera Aura V porte le set à lui tout seul. C'est impossible d'être honnête intellectuellement et de dire que Zera Aura V est mieux que les Amazing Rares, mieux que le Fat Pikachu. C'est pas possible. Franchement, par rapport à ça, moi je suis pas d'accord, parce que un set comme Voltage éclatant, ce qui marche bien dans Pokémon, et ce qui marche bien d'ailleurs dans la vie en général, c'est la simplicité. La simplicité, l'épuration et la clarté dans le message et dans ce qu'on essaie de véhiculer. Voltage éclatant, ça va droit au but, c'est facile à comprendre, c'est du Pikachu avec une nouvelle rareté, les Amazing Rares. C'est un banger. Le Raikou, il est magnifique, le Rayquaza, il est magnifique. Ça tombe régulièrement, c'est une vraie série appréciée. Niveau investissement, c'est un vrai vrai plus. Euh, Reine de Glace, on peut pas, parce que ce sont entre guillemets les vraies premières alternate un petit peu sympas. Bon, style de combat, on est d'accord, il y a le Tyrannosaurus V, il y a les Chifours, etc. Certes, mais c'est pas parce qu'il y a des alternatives rares que c'est forcément au-dessus de celle d'avant. En tout cas, moi, c'est mon avis. Reine de Glace, on comprend là où ça veut en venir. Zerao Rave, ça vient rajouter quelque chose au set. C'est un très 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 beau set. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un très très beau set, mais ça n'écrase pas ce qui a été fait avant, en tout cas. Voilà. Donc on peut pas dire que EB commence à partir de EB6 pour moi. Voilà. En tout cas, c'est mon avis, Pierre. Et la Zix, excellent podcast hebdomadaire comme toujours. Merci beaucoup, merci vraiment, ça me touche vraiment quand j'entends ce genre de message. EB, voltage éclatant, numéro 1. Évolution céleste, EB7, numéro 2 pour les X. Style de combat, numéro 3. Tempête argentée, numéro 4. Célébration et voix du maître, numéro 5. On est d'accord avec Évolution céleste en 2, pourquoi pas. Sinon, parleras-tu plus en profondeur de ton projet durant le dîner? En tout cas, merci pour le podcast et à la semaine prochaine. Oui, je pourrais en parler un peu plus pendant le dîner, surtout que ça risque d'être quasiment fait après le resto. Donc comme chaque année, si vous ne le saviez pas et si vous êtes un nouvel auditeur, ou alors que vous découvrez le podcast et que vous appréciez ce que je vous raconte et que vous êtes encore là à 30 minutes de podcast, eh bien vous avez envie de rejoindre une communauté bienveillante, sympa, et de participer à un dîner moins cher et entre guillemets pas plus convivial, c'est totalement différent, mais juste pouvoir discuter, échanger, rencontrer du monde dans une ambiance sonore tamisée, parce que le dîner du gala, c'est génial, c'est incroyable, c'est un vrai spectacle, mais c'est un spectacle, voilà, ça va être dur de discuter. Donc je pourrais éventuellement en toucher un mot pendant le restaurant qu'on fait comme chaque samedi soir. Donc on va voir, on verra à quel point ce sera avancé, mais ça serait vraiment plus proche que jamais à ce moment-là, donc on va voir. Julien Rey, merci pour la réponse. Mon classement épée bouclier, numéro 1, Évolution Céleste, numéro 2, Zénith Suprême. Donc on voit vraiment des tendances qui se dégagent, hein, au bout de 4 commentaires. Là, on voit vraiment des tendances qui se dégagent avec Évolution Céleste, Zénith Suprême en 1 ou 2, Voltage éclatant qui est vraiment très très proche. On a Origine perdue en 3, Reine de glace en 4, Star étincelante en 5. Au plaisir de se voir au gala, avec grand plaisir, Julien. Et donc on a vraiment un vrai classement qui se dégage, très sympa. Des séries en tête, je dirais Zénith Suprême, Évolution Céleste, Voltage éclatant, voilà, qui se partagent le trio de tête.
Et tout de suite derrière, on a Reine de Glace, Star Étincelante et Célébration Voix du Maître. Voilà. Salamensel, réponse très sage, top la partie cross-grade, je suis 100% d'accord. Merci beaucoup, El Salamensel. Rémi Zerol, salut Price, mon top 5 de épée bouclier basé sur les illustrations des alternatives principalement. D'accord, donc toi tu prends pas ce qui s'est passé avant. C'est bon à noter, c'est bon à savoir, ok, dans ton prisme et dans ta réflexion. Donc numéro 1, Évolution Céleste, normal. Numéro 2, Reine de Glace. Ah ouais, mais vous êtes chaud avec votre Reine de Glace. Il y a Zeraora V, les cavaliers du d'effroi là. Et désolé, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Sérieux, c'est pas. C'est c'est sympa, hein, mais bon. Après, il y a les Lugia. Là, par exemple, Rémi, donc je respecte tout à fait ton point de vue, hein, c'est pas du tout méchant, juste, il y a même pas Tempête Argentée, quoi. Donc, Origine perdue en 3, Star Insolente en 4 et Point de fusion en 5. Très bien, Rémi. En tout cas, merci pour le classement. Très intéressant. C'est sympa de voir à quel point Origine perdue et Reine de Glace, ça a l'air d'être vraiment les deux outsiders. Donc moi aussi, ça me permet, en vous voyant, en reprenant les petites informations que vous me donnez, ça me permet aussi de m'imprégner encore plus du marché et de savoir ce que chacun pense. Et c'est très intéressant de voir Reine de Glace et Origine perdue vraiment derrière, juste derrière les bangers. Évolution Céleste et Zénith Suprême par exemple. C'est vraiment très intéressant. Moi je plaçais par exemple Tempête Argentée, typiquement Tempête Argentée, qui est très très cool, ou même Astre Radieux, je l'ai placé vraiment plutôt là, donc vous, et même Voltage Éclatant, alors que vous, du coup, certains, en tout cas beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression, puisque vous êtes deux là à me parler de Reine de Glace, voire trois, donc très intéressant Rémi en tout cas. Euh, Julien qui nous rajoute un autre, Julien Rey du coup qui avait déjà mis un commentaire qui nous rajoute un deuxième commentaire juste sur les sociétés de gradation, tout n'est pas figé définitif, une carte ça se regrade au pire. Je sais que ça peut faire cher au bout d'un moment, mais il faut tester. Tout à fait d'accord. XXC, salut Price, étant l'heureux propriétaire d'une carte trophy, j'ai une question que je me pose depuis assez longtemps. La question est où pourrait-on connaître la population de cartes distribuées aux gagnants des Worlds ainsi que le top 2, top 3, top 16 et top 16. Ces cartes sont un morceau d'histoire à mes yeux et je trouve ça dommage de ne pas connaître à l'avance la population exacte, le nombre de cartes distribuées ainsi que le nombre de cartes staff et ou stamp. Où pourrait-on avoir ce genre d'infos ou chercher à qui demander? Aux joueurs, aux juges arbitres, à Pokémon compagnie organisateur directement. Justement perdu car il n'y a pas vraiment de réponse claire de la part de Pokémon Company lors de ces événements mondiaux. C'est aussi un peu difficile d'estimer la valeur de ces cartes car aucune vente établie ces dernières années, problème que l'on retrouve aussi très souvent sur les cartes bug, misprint, miscut, est-ce que, etc. Ce qui donne parfois lieu à des estimations très hautes qui ne sont pas forcément raisonnables. Après, euh, ça dépend, tu vois, si tu cherches à connaître un prix, mais qu'en même temps tu veux les acquérir pour leur rareté, c'est toujours pareil, c'est compliqué d'avoir la rareté sans le prix. En ce qui concerne les top 2, top 3, top 16 et top 32, c'est assez simple dans le sens où tu as tout simplement un top 1, un top 2, un top 3 par catégorie d'âge, par catégorie de jeu. Donc en gros, il y en a 4 distribués par année, sauf l'année dernière où il y avait 5 catégories avec Pokémon Unite, qui a été le nouveau jeu introduit, en tout cas en format professionnel, en format compétitif. Et ensuite, top 16, top 32, c'est la même chose, tu multiplies par 4. Donc il faut savoir que ça se cumule chez Pokémon. Donc si vous finissez dans les 4 premiers, vous aurez une carte top 32, top 16, top 8, demi-finaliste, voilà, et votre place quatrième ou troisième. Donc ça se cumule. Donc c'est un calcul à faire en fait, c'est des multiples de 2. Donc tu as 4 catégories d'âge, top 16, il y en a 16 par catégorie d'âge, donc 4 x 16, voilà, 64 typiquement. Donc tu as 64 top 16 par année. Top 32, tu fais x2, 128, voilà, etc., etc. Avec à chaque fois, il faut le savoir, un exemplaire supplémentaire pour The Pokémon Company. C'est anecdotique, hein, je le dis parce que voilà, une test print ou une test cheat ou ce que tu veux, il y en aura toujours qui traînent un petit peu. Et puis ensuite, les cartes staff et les cartes stamp, pareil, c'est un calcul à faire. Au World, il doit y avoir 200 bénévoles, 200 staff, des juges arbitres, c'est pareil. Donc on est à peu près dans ces eaux-là. Et puis ensuite, pour tout ce qui est carte promotionnelle des Worlds en tant que tel, il doit y en avoir 5000, 5-6 000 à chaque fois, à chaque édition. Ça doit être des chiffres comme ça, ils ne doivent pas trop se casser la tête. Là, je sors les 5-6 000, je les sors clairement de mon cul, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des quantités qui sont globalement quand même limitées, et c'est pas comme des top 16, top 32, où il y en a voilà, 124, 64, 32, et puis ensuite, il y en a quasiment plus des cartes distribuées.
Voilà. Mais en tout cas, c'est un peu la logique qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que les cartes trophy, et en tout cas, je ne sais pas ce que tu appelles étant le propriétaire d'une carte trophy, mais il y a les gros trophies. Je ne sais pas si tu as une grosse trophy, je te le souhaite. J'espère que tu as une vraie grosse trophy, c'est-à-dire une place top 3 entre 95, enfin 97 pardon, et 2024. Ce sont des cartes assez incroyables. Mais si tu appelles trophy, les gold medals, les trucs de championnat, les trucs de ligue, ça c'est moins des trophies quand même. Donc, et il y en a beaucoup plus de distribués aussi, parce que parfois, il y a plein de petites subtilités. Dans certaines années, le championnat d'Amérique du Nord était uni. Parfois, le championnat d'Asie, d'Océanie, c'était la même chose. Euh, Là, je suis en train de vous donner des exemples un peu pareils, random complet. C'est peut-être même faux dans le sens où je n'ai pas le souvenir exactement de quelles années, comment ça s'est passé, etc. Mais parfois, les ligues étaient fusionnées, parfois Europe et France, parfois truc, parfois machin. Donc, c'est un fouillis pas possible. Et comme tu dis, par rapport à ça, comment se renseigner? Moi, je te conseille vraiment de te rapprocher de personnes qui ont été organisateurs en France et à l'étranger, des personnes qui sont dans ce milieu-là depuis très longtemps, ou alors tout simplement d'aller sur Bulbapedia ou les forums comme eFor, donc EFOUR, sur les internets. Tu seras mis en relation avec des personnes qui sont très très fortes. Voilà. En espérant avoir répondu à ta question et aux interrogations de bon nombre d'entre vous. Fugazi Dix6226, Hello Price, je fais suite au précédent podcast sur cette vidéo. Tu as dit des choses intéressantes sur le dernier produit de The Pokémon Company, notamment les coffrets Super Dauphin. Alors voilà, j'adore ce commentaire et pourquoi je vous dis tout le temps de commenter, de faire valoir vos arguments, d'échanger, de discuter, parce que là on va vraiment avoir quelque chose de super intéressant. Je pense que The Pokémon Company ne comprend pas la différence d'attente et de demande entre le Japon et le reste du monde. Je commenterai après. Donc je vous lis le commentaire de Fugazix. Pour exemple, je reviens du Japon il y a 2 semaines et j'ai été surpris de voir à quel point les nouveaux Pokémon les ont conquis. Des Pokémon comme Super Dauphin, Gros Miascarade ou encore les Raikou version girafe sont ultra appréciés là-bas et méritent cette mise en avant, contrairement à chez nous. Je pense que la plus grosse différence est que eux sont bien plus investis que nous dans les jeux Pokémon et cela leur crée plus de liens avec ceux-ci, également mon cas, puisque visiblement toi tu sais de quoi ça parle. Et ça aide clairement à hyper les nouvelles extensions grandement basées sur la nouvelle génération. C'est vrai, les nouvelles extensions de cartes. Je suis prêt à parier que 70% des collectionneurs français n'ont pas joué du tout ou pas plus de 20 heures aux versions Scarlet et Violette, ce qui explique ce détachement pour les nouveaux Pokémon. Attention, je confirme que les jeux sont graphiquement dégueulasses, mais pour une fois, l'histoire était sympa et lorsqu'on l'on fait de la stratégie, cela aide aussi. Donc apparemment, Super Dauphin était top tier début de méta et ça m'a aidé à le trouver badass alors que je le détestais aussi. Donc cela se confirme quand j'entends que chez nous, Destiné de Paldea, qui pour moi est un ramassis de reprint foutu en shiny sans aucun vrai travail d'illustration en milliards de voix alternatifs, huile bleu, etc. qui sont sympas. Ça marche mieux que Force Tempérelle qui est rempli de bangers avec de vraies cartes travaillées innovantes, mais qui malheureusement n'a pas de shiny ou de Dracofeu badass. Ouais, assez d'accord avec ça. Encore une fois, je commenterai après. J'ai vraiment ressenti cette différence là-bas, d'autant plus que les jeux de cartes y est également présent. Du coup, si le coffret Super Dauphin fait un flop mérité chez nous, je suis sûr qu'il aurait cartonné là-bas. La faute à The Pokémon Company qui ne semble pas vouloir adapter ses produits à la clientèle visée, et je comprends que cela embête fortement les revendeurs. En espérant avoir pu apporter un avis un peu extérieur à nous autres collectionneurs européens. Merci beaucoup Fluxagix pour ton commentaire, un réel plaisir, en espérant que tu as d'autres infos comme ça ou que tu souhaites commenter à l'avenir. En tout cas, je te rejoins tout à fait. Au Japon, c'est fou de voir à quel point chacune des nouvelles extensions est adoptée. Ça a quelque chose aussi à voir avec la culture qui accepte la nouveauté bien plus qu'en France et qui n'a pas forcément le biais cognitif de se dire c'était mieux avant, même bien au contraire souvent, parce qu'ils savent à quel point la technologie permet parfois de résoudre des problèmes du quotidien. Je parle de technologie dans le sens avancée sociale, avancée du travail, avancée des mœurs. Donc c'est la même chose avec Pokémon, ils ont ce même regard, c'est-à-dire que la nouveauté est bonne à prendre et intéressante, et ça ne remplace pas le passé, c'est pas mieux que le passé, c'est différent, c'est nouveau, et c'est adopté sans aucun regard, encore une fois, arbitraire, sans a priori, vraiment de manière totalement neutre
et partial. Ils vont préférer et apprécier et vraiment, vraiment, vraiment se prendre au jeu et effectivement bien, bien, bien aimer les nouveaux Pokémon, ce qui n'est pas forcément le cas de chez nous. Je te rejoins tout à fait. Et je diverge cependant sur l'interprétation de The Pokémon Company là-dedans. Je diverge sur l'interprétation de The Pokémon là-dedans parce que je pense qu'ils sont bien au fait, au contraire, Fugazix. Je pense qu'ils sont très très bien au fait de tout ça. Je pense que on a tendance à oublier, nous Européens, et je l'ai déjà dit plein de fois, je ne peut-être pas la vérité, puis c'est peut-être faux, je pense juste que c'est un phénomène à creuser. Les Pokémon, comme Super Dauphin ou plein d'autres choses, Gomago, Miascarade, c'est des Pokémon qui plaisent, et j'en suis quasiment persuadé, j'en suis même sûr, aux jeunes générations françaises qui, on peut le dire, ne sont pas aigris ou en tout cas ne sont pas influencés comme nous adultes sur ce qu'on a pu connaître avant. Et c'est là où la culture japonaise des adultes et la façon dont ils abordent la nouveauté est très similaire à celle d'un enfant candide, sans a priori, avec un regard sans haine, neutre totalement sur les choses. C'est les conventions sociales, c'est les expériences de vie, c'est le formatage qui fait qu'à terme, les enfants deviennent adultes, hein, justement, parce qu'on adopte des conventions, on n'a plus le même regard sur le monde, on devient peut-être même aussi parfois négatif, etc. Donc les enfants en France, qui sont la motivation numéro un de l'achat et du panier de la ménagère dans la stratégie commerciale de The Pokémon Company, qui est de vendre directement en supermarché, eh bien ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Je pense que The Pokémon Company, ils sont bien au contraire très 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 au courant des attentes de chacun des deux pays. Ils sont extrêmement doués dans la subtilité et dans l'adaptation des produits proposés à chacun des continents, pardon, et chacune des cibles aussi. Et pour le coup, les coffrets Super Dauphin, ben, le problème, c'est que, pas le problème, mais ça va fonctionner auprès des jeunes. Ça, c'est certain, ça va fonctionner auprès des jeunes. Le vrai, vrai, vrai souci, c'est quoi? Le vrai souci, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est la pression acheteuse des commerciaux. Les commerciaux forcent les petites boutiques qui n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs, qui n'ont pas du tout les mêmes marges, qui n'ont pas du tout les mêmes poids de négociation, qui ne sont pas du tout desservis de la même manière qu'un supermarché, euh, qui n'ont pas du tout la même clientèle que les supermarchés. C'est la pression acheteuse des fournisseurs qui vous force à commander ces coffrets. Ah, tu veux que des coffrets Dracofeu Shiny Premium? Ah oui, très bien, ok, ça marche, ok, c'est noté. T'en veux combien? 100? D'accord, ok, 100, ok, super, ça marche. Et puis 6 mois après, ah, les coffrets Super Dauphin, t'en veux pas? Mais comment ça, t'en veux pas? T'as pris 100 coffrets Dracofeu, c'était l'équivalent pourtant il y a 6 mois, non? Monsieur, Monsieur Price, c'était la même chose, non? Il y a 6 mois, c'est exactement la même gamme de produits. Pourquoi est-ce que vous voulez pas de coffret Super Dauphin? Bah, vous en avez pris 100 la dernière fois, bah, vous allez m'en prendre 80. Parce que si vous baissez en dessous de 10-20%, bah, on va vous empêcher d'avoir la marchandise dans les 6 prochains mois. Les prochains coffrets Mew Premium, Dracofeu, Mewtwo Premium, les prochains, bah, si vous prenez pas de coffret Super Dauphin maintenant, bah, vous n'aurez pas de coffret Premium la prochaine fois. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est nous, dans notre écosystème de petite boutique indépendante, c'est le cœur du problème, il est là. C'est qu'en fait, ces coffrets ne marchent pas auprès de notre cible qui sont les adultes, jeunes adultes, etc., qui n'ont aucun affect pour ça et qui ont bien au contraire un affect et une mentalité, malheureusement, que ça plaise ou non. Il y a plein de personnes qui ouvrent, c'est clair, mais il y en a énormément qui gardent scellés ou qui ont une mentalité d'investisseur. Et c'est à prendre ou à laisser, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, c'est des flops dans notre catégorie d'âge, dans notre secteur d'activité, mais pas pour le grand public. Et de Pokémon Company, ils savent tout ça. Et ils font justement ça parce que Pokémon, c'est une des rares licences, je pense notamment à Yu-Gi-Oh! J'en parlais avec un ami, Yu-Gi-Oh! Typiquement a fait les Gold Premium Collection Box, les boosters, les Gold 1, Gold 2, etc., ou même les produits anniversaires ou les produits haut de gamme. Ils sont en train de faire comme Magic, ils sont en train de faire exploser les prix de ces produits haut de gamme. Ils sont en train de dichotomiser, de séparer violemment le marché entre les produits
pas bas de gamme, mais les displays classiques et les produits exclusifs haut de gamme, et de faire ça d'une manière vraiment, vraiment, vraiment violente, avec des prix beaucoup plus élevés que les produits d'entrée de gamme qui sont les displays et les petits decks. Magic fait ça avec les événements spéciaux. Vous pensez notamment, vous voyez bien, Lord of the Rings, l'extension Seigneur des Anneaux, ou alors les 25 ans, les 30 ans, pardon. Donc avec les super boosters, méga boosters, gold pack, je sais pas quoi, ultra cher. Pokémon ne fait pas ça. Et en fait, il faut comprendre que c'est très ancré dans la culture de Pokémon Company. C'est leur but, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Et je pense même que ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense même que c'est tellement calculé qu'ils sont très contents de faire ça, très contents de mettre entre guillemets un vrai croche-patte aux pseudo-investisseurs, collectionneurs bizarres et aux pseudo-revendeurs pareils. Et ils sont très contents de leur faire un croche-patte parce que je pense que leur cible et leur clientèle, c'est avant tout les jeunes. Les jeunes, la ménagère, et ils en ont, entre guillemets, marre du marché secondaire. J'en suis intimement persuadé. Donc, en fait, tout ça est très calculé. Ce n'est que mon avis, mais voilà comment je vois les choses. Ruby dit, je suis d'accord pour le bloc Paybookier, il est incroyable. Pour moi, la réussite du bloc Paybookier réside surtout avec l'arrivée des cartes alternatives. D'ailleurs, quel avenir vois-tu pour les cartes alternatives? Merci pour le podcast. J'en parlais d'ailleurs avec Pierre, le tonton Pierre, que vous avez sûrement déjà vu et entendu dans certains podcasts. Et à l'époque, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, lui, il est beaucoup dans One Piece. Si on parlait des cartes alternatives, dans One Piece, les cartes manga qui sont très chères très vite, en fait, ça atteint très vite un plafond de verre. Ça devient très cher très vite, mais les quantités sont là. Et donc, en fait, ça devient très cher très vite. Les gens les achètent pour compléter leur collection, mais il n'y a pas ce côté encore, je les achète dans un optique de bénéfice sur le long terme. Il n'y a pas vraiment trop ça. Je pense que les alternatives ont atteint un plafond de verre, qu'elles ont été très vite très chères, et vous pouvez le voir sur un an, etc. Elles stagnent énormément. Je pense notamment au Noctali Alternative VMAX, sur Rayquaza Alternative VMAX, au Lugia Alternative VMAX. À partir du moment où ça atteint ce plafond, ça va stagner longtemps. Ça va exploser, je pense, dans les 2-3 prochaines années. Et encore, si ça explose trop, on ne se rend pas compte. Les quantités sont pharaoniques quand même si c'est très compliqué à les ouvrir, on est d'accord, même si c'est très compliqué à taper, à piocher. Les quantités produites ont été tellement énormes que sur les populations, vous le voyez, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a des centaines et des centaines, bien plus que des Dracofusset de base, bien plus que plein de choses. Donc si le prix explose trop, la pression vendeuse va être trop forte et les prix vont se restabiliser. Parce qu'à un moment donné, vous voyez, je sais pas, je pense notamment au Zeraora, il y a une pression acheteuse à un moment donné qui a fait que le Zeraora est monté vers 600 euros. Là, vous voyez qu'il est redescendu vers les 350-400. Et ça va se restabiliser là. Parce que après, quand ça monte à 600, tout le monde veut vendre 600 en fait. Tout le monde va à un moment donné va se rendre compte que ça vaut 600, 700, 800. Les gens vont se dire, est-ce que je préfère pas le vendre plutôt que le garder dans ma collection? Je le rachèterai plus tard. Les gens prennent le billet de 600 et il y en a plein tout d'un coup en vente. Il y en a des dizaines et des dizaines parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines et des centaines, voire peut-être même des milliers pour certaines alternatives. Et en fait, la pression vendeuse fait que ça fait diminuer le prix tout seul. Donc les alternatives, on en a un peu là. C'est sécure, je trouve, en termes de placement. C'est très sécure. Ça ne risque pas de perdre en valeur. Par contre, ça risque pas de monter non plus. Voilà mon avis sur les alternatives. MMJ, OPT, a un devoir de la semaine qui fait plaisir. Merci. Zénith Suprême, set le plus complet. Que des bangers, un vrai plaisir à ouvrir. Ouais, tout à fait d'accord. En 2, Star étincelante, Pokémon emblématique, Flopé de TG, belle interdit les Gold, très sympa. Évolution céleste en 3, Origine perdue en 4, Point de fusion en 5. Ok. Perso, j'adore Célébration, mais incomparable avec des sets normaux. Ouais, tout à fait d'accord. D'accord avec toi, MGOPT. Donc on a encore une fois, je vous dis, ce trio Zénith Suprême, Évolution Céleste, et en 3, Reine de Glace, Star étincelante, en fonction des affects de chacun. Glouflux, voilà mon classement du bloc EB, numéro 1, Origine perdue, en numéro 2, Évolution Céleste, en numéro 3, Star étincelante, Asura dur, en numéro 4, Zénith Suprême, en numéro 5, Tempête argentée. Merci Glouflux pour ton commentaire. Brice, 4644, merci Price pour ce podcast, je t'en prie. Voici mon top 5 des séries épée bouclier. Zénith Suprême en 1, Évolution Céleste en 2, Star étincelante en 3 pour toutes les altes, 4 origines perdues pour le Ptera, 5 et puis pour le Giratina, Célébration parce que ça change un peu. Je mets Zénith devant car tout est bien, elle a salle proposer des golds alternatives, mais toutes les illustrations sont belles, les taux satisfaisants, très vrai. Alors que au Céleste, il faut aimer les golds, il faut aimer les rainbows. Il faut aimer Duralagon, Bruverne, c'est vrai, le loto, c'est vrai, c'est vraiment le loto, tout à fait d'accord. Pour ce que tu disais sur épée et bouclier, je ne partage ton avis que pour la deuxième moitié, à partir de style de combat.
Donc un peu comme tout à l'heure Pierre, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, l'ensemble des séries Écarlate et Violette est vraiment banger à mon avis, collection de vintage, car c'est vintage, c'est une chose, mais sur les dernières séries, il y a toujours des illustrations qui nous font tomber dans le charme, sous le charme, je pense. Ouais, assez d'accord. Évolution Écarlate et Violette, c'est très bien, je suis d'accord, mais pour moi, malgré tout, Écarlate et Violette, c'est très bien, mais Épée et Bouclier, même le départ, c'était vraiment, vraiment bien. Par exemple, le V6, certes la série dans l'ensemble n'est pas exceptionnelle, mais j'aime bien les illustrations d'Evoli et de Momartic et je vais les intégrer à ma collection. À côté de ça, je n'ai envie d'acheter aucune carte des blocs noir et blanc XY, ni la première moitié de Soleil et Lune, c'est vrai. Il n'y a que EV2 que j'aime pas et EV3, heureusement qu'il y a Fénard et Mélo. Ok, ça marche, merci pour ton commentaire, Brice. Chris Gouir, effectivement, trop de série.5, ça dérègle tout le calendrier. EV, ça ressemble à un bourrage de série, item.5, sans vraiment avoir d'âme. EB, il y avait une montée en puissance et chaque bloc était très attendu. Voici mon classement des séries EB. EB7 en 1, EB12.5 en 2 avec célébration, EB9. Trop sous-côté, le nombre de FA Rainbow et alternatives TG sont énormes, c'est vrai, EB11, EB12, EB6, EB5. Ok. Merci à tous et toutes pour votre classement. Très très sympa. Et on va passer maintenant aux commentaires Spotify et puis on va s'arrêter là. Ça fait déjà 50 minutes de podcast. Nicolas Santiago de Oliveira, très bon épisode, merci. Mon top EB, Tempête Argentée en 1, Evo Céleste en 2, Astre Radieux, Point de Fusion, Style de combat. Ok, merci Nicolas. Baba Cool, je t'écoute en courant, toujours un plaisir. Je sens qu'on va tous se marcher dessus au gala. Effectivement. Effectivement, la pression monte et j'ai bien l'impression que l'engouement monte aussi et j'ai l'impression que ça va être vraiment une année particulière là cette année, plus que les autres encore. Allez savoir pourquoi d'ailleurs, mais j'ai cette impression là. Top en 1, Zénith Suprême en 2, Evo Céleste en 3, Star Instant en 4, Reine de Glace en 5, Origine perdue. Pierre G, super épisode, merci beaucoup Alan Le Garnec. Mon placement pour EP, donc épée bouclier. Évolution Céleste en 1, Célébration en 2, Tempête Argentée en 3, Reine de Glace en 4 et Origine perdue en 5. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre fidélité, votre présence, votre régularité à mon égard et à l'égard de cette série de podcasts. 23e épisode de plus de 50 minutes, ça fait plaisir. On peut retirer comme enseignement que ce top 5 a été un succès. Donc maintenant, le prochain devoir de la semaine, ce sera l'autre top 5 Soleil et Lune. J'ai vraiment envie de connaître votre top 5 Soleil et Lune. C'est vrai que ça m'y a fait penser, j'ai fait tilt au moment où j'ai lu le commentaire de Brice 4644 qui nous dit je n'ai envie d'acheter aucune carte noir et blanc XY ni de la première moitié de Soleil et Lune. Donc intéressant, j'ai envie de connaître votre avis sur Soleil et Lune. J'ai l'impression que ça vous paraît à tous un peu loin et pourtant à moi ça me paraît tellement proche. C'est là où vraiment moi j'ai repris à fond Pokémon. Je pense à Légende Brillante, à Ombre Ardente. Donc très 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 curieux d'avoir votre avis sur Soleil et Lune. J'ai l'impression que ça passe un peu sous les radars et pourtant ça explose aussi. C'est demandé mais la folie, surtout en scellé, surtout en scellé. Et donc j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. Ce top 5 là de épée bouclier, c'était vraiment très sympa. Merci à tous. Donc j'ai vraiment envie de connaître votre top 5 sur Soleil et Lune. Ce sera le devoir de la semaine prochaine pour les courageux qui sont restés jusqu'aux 50 minutes de l'épisode. Voilà. Écoutez les amis, prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à passer au gala le 3 et 4 mai. J'aurai un stand. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez envie de venir sur le stand, avoir plus d'informations sur le gala, avoir plus d'informations sur le restaurant que nous on fait le soir avec la communauté. N'hésitez pas à venir sur Instagram, n'hésitez pas à voir les ventes que je propose sur eBay, vente de cartes de ma collection, des cartes exceptionnelles. Vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, un réel plaisir d'avoir fait ce podcast malgré tout, malgré mon emploi du temps très serré, et tellement un plaisir qu'il dure plus de 50 minutes. Voilà. En tout cas, les amis, vraiment, vraiment un grand merci à toutes et tous. Le devoir de la semaine prochaine, top 5 de Soleil et Lune. Prenez tout soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde, c'était Price.